Allez, notre image à ne pas rater ce matin. 2 représentants Vanuatu ont revêtu l'habit traditionnel pour plaider devant la Cour internationale de justice dans le cadre d'un procès historique. Oui, c'est un procès historique qui vise à établir un cadre juridique sur la manière dont les pays devraient lutter contre le changement climatique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est toujours hautement symbolique et assez percutant quand même, ces images. C'est très symbolique. Le Vanuatu sont 83 îles qui pourraient disparaître avec la montée des eaux, qui sont balayées par des tempêtes et des cyclones de manière de plus en plus régulière. Et c'est un véritable cri d'alarme qui est poussé déjà depuis de nombreuses années par ce pays et d'autres, Tuvalu aussi. Là, c'était des étudiants qui avaient porté ce projet. Et ils voudraient aussi la reconnaissance d'un crime d'écocide. Et c'est vrai que pour cela, le cadre de la Cour de justice internationale est un cadre important pour eux, pour qu'on reconnaisse qu'ils subissent quelque chose, qui les oblige à prendre des aménagements très très conséquents dans leur vie quotidienne. Tuvalu, par exemple, a décidé de recréer son pays dans le métavers, parce qu'ils disent on est obligé de créer notre pays dans un espace numérique parce que bientôt nous n'existerons plus. Cette demande, elle est tout à fait légitime puisque les îles du Pacifique, ils rejettent collectivement moins de 0,02% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourtant c'est eux qui en mesurent les conséquences très immédiatement. Le Vanuatu dont on parlait à l'instant, par exemple, a perdu 1% de son PIB à cause de la montée des eaux, d'où cette demande pollueur-payeur qui paraît effectivement aujourd'hui plus que légitime. Allez, merci pour... Ah, non. Juste pour rappeler ce chiffre, parce que le réchauffement, les réfugiés climatiques, c'est déjà très réel. Depuis 2008, il y a 20 millions de personnes qui sont déplacées chaque année à cause de la montée des eaux et du réchauffement. Là encore, c'est très concret. Ça ne chiffre pas en dizaines de milliers, ça chiffre en millions. En millions. C'est très net et c'est la raison de notre choix ce matin. Allez, on revient sur la politique et on prend la direction de l'Assemblée nationale pour vous retrouver, Léonard Attal. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous qui avez interrogé Marine Le Pen en direct tout à l'heure. Vous êtes à l'Assemblée avec Olivier Martin et vous en savez un peu plus, Léonard, sur les échanges qui ont eu lieu hier entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Oui, tout à fait, Amélie. On sait qu'il y a eu au moins 2 échanges entre Michel Barnier et Marine Le Pen. On sait aussi que jusqu'au bout, et c'est plusieurs témoins qui nous le racontent, plusieurs poids lourds du socle commun de Michel Barnier, que jusqu'au bout, le Premier ministre a pensé que le RN ne mettrait pas sa menace à exécution. Hier, aux alentours de 13h45, il a réuni, on le sait, l'ensemble du socle commun, les chefs, les poids lourds, les chefs à plumes autour de sa table. Et au début de la réunion, il apparaissait plutôt confiant, nous dit-on. Sauf que aux alentours de 14h, 1 heure donc avant le début de l'examen de ce budget de la Sécu, il a reçu un nouveau coup de téléphone et s'est affiché à l'écran le nom de Marine Le Pen. Il a montré, nous dit-on, le téléphone à l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table pour leur montrer que Marine Le Pen était en train de l'appeler. Il a quitté la salle et il est revenu quelques minutes plus tard avec cette phrase, selon un témoin: je ne pensais pas qu'elle oserait. Et c'est donc à ce moment-là que Michel Barnier, 1 heure seulement avant de déclencher le 49.3, a pris conscience que les concessions qu'il avait faites à Marine Le Pen au Rassemblement national ne suffiraient pas. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui l'amertume que l'on entend dans l'entourage de Michel Barnier. Il pensait que ces concessions, que les gages qu'il avait pu donner à Marine Le Pen, le respect qu'il avait promis aux électeurs et aux troupes de Marine Le Pen suffirait. Ça n'a pas été le cas. Cette amertume, on devrait l'entendre dans la bouche du Premier ministre ce soir, on le rappelle, qui est l'invité du JT de TF1. Merci beaucoup, Léonard Attal. Merci pour vos informations. Merci Olivier Martin sur le terrain. Et pour appuyer sur ces informations, je me tourne vers vous pour votre chronique, Yael Gauze. Vous nous dites, sauf revirement majeur et improbable, Michel Barnier vit ces dernières heures à Matignon, victime d'une censure qui sera examinée, d'ailleurs maintenant on le sait, ce sera à 16h demain après-midi. Et vous arrêtez ce matin sur cette mécanique qui a effectivement conduit Marine Le Pen à aller jusqu'au bout de sa menace. Il y a 4 faits passés sous les radars, mais qui sont extrêmement révélateurs selon vous. Oui, le premier fait, c'est la liste de courses approximatives du RN. Tellement approximative qu'elle est devenue non négociable, Léonard le disait, preuve que Marine Le Pen est devenue illisible. Hier après-midi, quand des proches d'Emmanuel Macron apprennent que le Premier ministre a lâché sur le non déremboursement des médicaments, ils sont convaincus que tout ça a fait l'objet d'un deal en bonne et due forme entre Michel Barnier et Marine Le Pen dans le week-end. Sauf que Marine Le Pen fait la girouette.
Que voulez-vous dire ? Que dimanche, Matignon a consciencieusement lu et relu dans le détail l'interview qu'elle donne à la Tribune dimanche, où elle dit attendre que le gouvernement donne au RN quitus sur la désindexation des pensions de retraite ou le non-déremboursement des médicaments. Oui, vous avez bien lu, c'est « ou » qui est écrit. Ou, soit l'un, soit l'autre. À Matignon, on est convaincu d'avoir fait le geste maximal sur les médicaments. Et puis patatras, hier après-midi vers 14h, quand Marine Le Pen rappelle Michel Barnier, ce n'est pas fromage ou dessert, c'est les deux. Le « ou » est devenu un « et ». Le RN réclame aussi la revalorisation de toutes les retraites sur l'inflation. À ce moment-là, les équipes de Michel Barnier considèrent que c'est fini, qu'il y aura toujours prétexte pour tirer sur la corde. Et comble de la mauvaise foi, Amélie, certains proches de Marine Le Pen ont tenté en fin de journée hier de faire porter le chapeau à la Tribune dimanche, à nos confrères journalistes, en disant qu'ils avaient fait une faute de syntaxe. Que c'était pas « et », que c'était pas « ou » mais « et ». Version 100% contredite par nos confrères et consoeurs. Deuxième élément, le RN n'est pas rancunier ? Ouais, il accepte d'être le paillasson de la gauche, j'ai envie de dire. Hier, dans l'après-midi, il y a encore du flottement dans l'air. Marine Le Pen a-t-elle imaginé notre porte de sortie qui consisterait à déposer sa motion de censure de manière à ce que la gauche ne la vote pas et elle ne vote pas celle de la gauche? C'est pas le cas. Très vite, elle sort de la réunion avec ses troupes, avec son groupe, et ne montre aucune ambiguïté. Au contraire, les députés du RN voteront l'ensemble des motions, d'où qu'elles viennent, donc y compris si elles viennent de la gauche. Mais le RN a-t-il au moins pris le temps de lire les écrits de la gauche, de la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire? C'est quand même assez violent. On le lit, le texte. Alors qu'une large majorité de nos concitoyennes et concitoyens a fait le choix du barrage à l'extrême droite, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration. Leurs plus viles obsessions. Marine Le Pen et ses 123 députés apprécieront. Il faut croire que le RN est perméable à tout, même à l'insulte. On appelle ça une fenêtre d'opportunité, voire d'opportunisme. Et elle confirme ce matin qu'elle votera avec la gauche, Marine Le Pen. Interrogé sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure, parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Vous allez quand même Donc je finis par penser qu'en réalité, la gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement national permette le vote de cette censure. Car s'ils déposent une motion, nous en déposons une aussi. Et pour le coup, sur la leur, la gauche propose et le RN dispose. Troisième fait important, Yael, sur lequel vous souhaitiez revenir et qui a pu nous échapper, lequel ? Ouais, c'est le chaos, stratégie du chaos. On a tous commenté ici la stratégie de la cravate. En gros, depuis 2011, depuis qu'elle a repris le parti à son père, à Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen dédiabolise. La voilà revenue en arrière à l'époque où il fallait cultiver la fibre anti-système. Et je peux vous dire que ce revirement d'hier n'est pas compris par tout le monde en interne. Il y a des commerçants, des agriculteurs qui s'inquiètent, l'ancienne droite Sarkozy, qui est passée côté RN. Il y a aussi l'électorat CSP+, qui avait basculé RN, qui ne comprend pas forcément pourquoi on va au bout de cette crise comme ça. C'est ce qui a profondément décontenancé le bloc central chez Michel Barnier et aussi chez les macronistes, parce que tout le monde s'est un peu endormi en réalité sur la capacité qu'avait Marine Le Pen à appuyer sur le bouton. Et finalement, elle est inflexible malgré les inflexions obtenues, avec peut-être une tâche pour la suite à gérer pour elle. Sondage Ipsos publié hier, seule une minorité de Français, seulement 44% des personnes interrogées jugent le RN capable de gouverner le pays. Ça ne va pas aider, ça. Et enfin, quatrième focus sur la psychologie maintenant de Marine Le Pen. Et là, j'avoue, on n'est pas dans sa tête. Donc, ce sont pas des infos en tant que telles. Marine Le Pen se confiera un jour, peut-être, dans ses mémoires. Mais regardez comme elle en a marre qu'on pense à sa place. Elle a mûri sa décision toute seule et en a marre qu'on dise, qu'on psychologise ce qu'elle fait. Faites pas comme Michel Barnier, n'essayez pas de penser à ma place. Voilà. Et pourtant, chez tous les interlocuteurs qui ont eu affaire à elle, il y a clairement l'impression d'un avant et d'un après 13 novembre. On en parlait tout à l'heure, le procès, les assistants parlementaires, les réquisitions qui font qu'elle risque l'inéligibilité immédiate s'il y a une exécution provisoire d'une peine le 31 mars. Elle n'est pas fixée. Donc oui, il y a un avant et un après. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle se dit ? Que perdu pour perdu, peut-être, si elle ne concourt pas à la prochaine présidentielle, elle peut tout renverser, tout envoyer valser, montrer son pouvoir de nuisance
suffisance. Il y a un avant et un après parce que vraiment, dans ceux qui ont parlé avec elle, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas tout à fait le même discours qu'elle tient avant et après ce 13 novembre. Voilà, entre calculs cyniques et décisions irrationnelles, on aimerait que Marine Le Pen s'explique sur un virage qui laissera des traces. Allez, je me tourne dans la continuité vers Xavier, puisqu'on parle avec vous d'Emmanuel Macron, qui est en visite en Arabie Saoudite. J'ai envie de dire, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est en visite en Arabie Saoudite. Continue son travail de président de la République. Cette visite, maintes fois repoussée d'ailleurs, Amélie, mais elle tombe à un moment clé tant les crises qui secouent la région s'accumulent. Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, qu'on voit là à l'image s'embrasser, n'auront pas trop de 3 jours pour passer en revue tous les dossiers et parler contrats, échanges commerciaux, bien évidemment. MBS, le prince héritier, se souvient qu'Emmanuel Macron a été l'un des premiers à lui offrir, vous savez, un retour en grâce en le recevant à Paris à l'été 2022, alors qu'il était au banc des nations depuis 2018, après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Depuis, l'environnement géopolitique régional a largement évolué. Riyad a renoué avec Téhéran. La réconciliation des 2 principales puissances du monde musulman s'est fait, c'était étonnant à l'époque, sous l'égide de la Chine. Une première dans ce contexte. La Chine est en fait le premier importateur de pétrole saoudien et veut jouer un rôle sur la scène internationale. Alors le rapprochement avec Israël, en revanche, dans le cadre des accords d'Abraham, a lui été torpillé par l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Et malgré sa proximité avec le président élu Donald Trump, Mohamed Ben Salman exige maintenant la création d'un État palestinien en échange d'une normalisation avec Israël. Un dossier d'ailleurs dans lequel il pourrait demander l'appui de la France. Vous savez que Paris se déclare prêt à reconnaître la Palestine, mais au moment où cela sera utile. Cette visite, à l'inverse d'Emmanuel Macron, a un besoin pressant de MBS pour aider à la reconstruction du Liban. Là, il y a une vraie urgence. L'Arabie Saoudite est très réticente à financer à nouveau, elle l'a déjà fait dans le passé, un pays qu'elle juge miné par la corruption et toujours sous l'influence iranienne à travers le Hezbollah. Alors, si la France et l'Arabie Saoudite ont paraphé hier un partenariat stratégique qui renforce les coopérations entre les 2 pays, il n'y a aucun gros contrat en jeu, en milliards, et aucun de ces contrats ne doit être signé au cours de cette visite-là. Une délégation de 50 chefs d'entreprise accompagne le président, mais que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle, de la défense ou du nucléaire civil, on en est encore au stade des discussions. Un dossier est emblématique, c'est celui de l'hypothétique vente de 54 Rafale. L'avion de combat français n'est toujours pas le favori du Royaume, surtout au moment où le retour au pouvoir de Donald Trump, encore lui, permet au prince héritier de rêver d'acquérir des F-35, l'emblématique avion américain qui aurait son choix. Merci Xavier Yel. Je me tourne vers vous parce que j'ai envie de savoir si vous estimez qu'il est hors sol en étant comme ça en déplacement alors que c'est le feu à nouveau dans le paysage politique français, ou estimez-vous qu'il est enfin à la bonne place de président de la République, c'est-à-dire ne se mêlant pas justement de la vie politique au quotidien et du travail de l'Assemblée et du travail de Matignon, et qu'il a son poste de président. Option 2, c'est-à-dire qu'il est à sa place sur les questions internationales, sur l'obtention d'un cessez-le-feu au Liban par exemple, le domaine réservé, le domaine présidentiel, mais ne doutez pas une seule seconde qu'il n'est pas, tout en étant à l'étranger, complètement concentré sur l'après éventuel des suites d'une censure de Michel Barnier. Évidemment que ça, c'est qu'il cogite, qu'il est là-dessus, qu'il est concentré sur ce sujet, parce que vous savez qu'on a pris 2 mois avant d'avoir un gouvernement Barnier après la dissolution et les législatives de l'été dernier. Ça peut pas se reproduire. Donc il a forcément construit un mécano provisoire peut-être. D'ailleurs, dans son camp, certains veulent créer un poste de facilitateur. Quelqu'un qui réfléchirait à préfigurer le futur gouvernement, mais en créant d'abord les conditions d'une coalition stable. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on regarde quels sont les points programmatiques sur lesquels on peut se mettre d'accord, et ensuite on crée la coalition, et le Premier ministre qui correspond à cette coalition. Voilà, ça c'est des discussions entre élus macronistes en ce moment. Le président est forcément associé de près ou de loin à ces réflexions pour ne pas reproduire le gouvernement démissionnaire de 2 mois qui a complètement empoisonné l'été et cette rentrée tardive. 5 septembre, Michel Barnier nommé.
2 mois après les législatives. C'est beaucoup trop long. Allez Claire, je me tourne vers vous. Votre chronique, l'économie russe, elle était très résiliente jusqu'à maintenant, en tout cas. Mais le poids des sanctions, c'est ce que vous nous racontez ce matin, il est en train de faire effet. Oui. Enfin, pourrait-on dire, parce que c'est vrai qu'après 14 trains de sanctions, cette économie, vous avez raison, elle semblait très résiliente. En tout cas, sur le papier, si l'on regarde 2 chiffres, par exemple, emblématiques, une croissance de 3,6% en 2024. Je rappelle que chez nous, ce sera un petit pourcent, et un chômage qui fait rêver au plus bas, 2,4%, c'était 7% avant la guerre en Ukraine. Alors évidemment, il y a une explication à ce taux si bas, c'est que beaucoup d'hommes sont au front et que la main-d'œuvre manque, notamment dans l'industrie. Alors, on dit que la France est sous perfusion de la dépense publique, mais que dire de la Russie ? Moscou utilise largement l'arme du déficit pour abreuver l'économie d'argent frais. Tout cet argent versé dope la consommation, cela explique la croissance notamment. L'économie est aussi financée par l'exportation d'hydrocarbures, et puis elle est tout entière tournée vers l'objectif de guerre. Et ça, pour les entreprises, c'est bien, parce que ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se tromper. Elles savent pour qui elles produisent, elles n'ont pas de mauvaises surprises. Donc l'économie, en tout cas dans la défense, est florissante. Et quand je vous dis que l'État soutient à bout de bras cette économie, regardons le budget de la défense et de la sécurité, 17 000 milliards de roubles, ça fait l'équivalent de 170 milliards de dollars, c'est 40% de l'ensemble des dépenses publiques, chiffre hallucinant. Alors, l'économie russe quand même, c'est pour ça que je vous disais que sur le papier tout allait bien, elle est quand même proche de la surchauffe. Et évidemment, il y a un revers à ce soutien massif de l'État, c'est l'inflation. Elle est déjà très élevée, plus 9% cette année. Le coût de la vie, vous le voyez, est 30% plus cher depuis l'invasion de l'Ukraine. Et cette inflation, elle s'aggrave à cause de la hausse des salaires. On augmente les salaires pour inciter justement les hommes et les femmes à aller travailler dans l'industrie qui manque de main-d'œuvre, comme je vous le disais à l'instant. Cette inflation, elle pèse sur la monnaie. Et là, il y a une nouvelle donne aussi dans le paysage économique russe, c'est que le rouble s'est effondré de 54% depuis son plus haut niveau en juin 2022. La monnaie russe commence à souffrir effectivement des sanctions internationales, et notamment des sanctions sur ses banques, 50 banques supplémentaires qui font l'objet de sanctions. Preuve de la fébrilité du Kremlin, Vladimir Poutine s'est fendu d'un message rassurant il y a quelques jours à destination des Russes et un peu de l'extérieur aussi. Cela n'est pas seulement dû à des processus inflationnistes, mais aussi à des paiements au budget. Elle est liée au prix du pétrole. De nombreux facteurs influencent cette situation, notamment des facteurs saisonniers. La situation est sous contrôle, il n'y a certainement pas de raison de paniquer. Pas de raison de paniquer, dit Vladimir Poutine. N'empêche qu'il prend la parole quand même pour assurer. Il faut comprendre qu'un rouble plus faible, ça signifie que les exportations, certes, sont moins chères, mais que les importations sont plus chères. Et ça conduit à une inflation importée. Donc c'est le cercle vicieux. Alors la Banque centrale est priée de jouer aux pompiers avec une présidente, Elvira Nabiullina, qui est aux ordres du Kremlin. On la voit ici dans cet article de Challenge aux côtés de Poutine. Elle a augmenté ses taux jusqu'à 21% pour tenter de juguler l'inflation. Alors en France, on s'inquiète que nos taux à 10 ans vont atteindre peut-être 3% là, dans les heures qui viennent. En Russie, ils sont à 16%. Alors la conséquence de ce niveau qui n'est pas vu depuis 20 ans, c'est que c'est très cher d'emprunter en Russie. Donc les investissements, ils sont en berne. Les entreprises, elles mettent leurs investissements sur pause. Les ménages sont extrêmement endettés. Les faillites d'entreprises augmentent. C'est là le revers de la médaille. Et une fuite en avant difficile à maintenir longtemps, sauf à étouffer le pays, Amélie. Oui, Claire et Xavier. Mais ce sont les Russes qui étouffent, parce que c'est de plus en plus difficile de vivre, de manger. Et le pouvoir d'achat a été rogné, notamment par cette inflation. On dit 9% d'inflation officielle. En fait, officieusement, c'est certainement beaucoup plus, comme c'était le cas à l'époque en Turquie, par exemple, où l'inflation était 2 fois plus que ce qu'annonçait le gouvernement. On note que les ventes de porc, par exemple, ont chuté de 50%. Les ventes de pommes de terre et de thé, donc des éléments vraiment qu'on consomme tous les jours, ont chuté de 30%, le pain de 17%. Donc les Russes, eux aussi, passent en économie de guerre, mais dans leur vie quotidienne, et hésitent à s'acheter des denrées indispensables, notamment pour se nourrir, parce qu'évidemment, il y a une hausse des salaires dans l'industrie de la défense, mais pour tout le reste des Russes, c'est extrêmement compliqué de vivre au quotidien. Et j'ajouterais une économie de la dépendance, complètement dépendante
de la Chine. J'ai pas en tête le nombre d'exportations, mais c'est totalement déséquilibré. L'Inde et la Turquie. Donc c'est une économie qui ne tient que parce qu'il y a autour de la Russie ces pays qui veulent bien la maintenir sous perfusion. Et au niveau monétaire, c'est très compliqué parce que par exemple l'Inde paie son pétrole et son gaz en roupies. Donc quand les Russes veulent redépenser les roupies, ils sont obligés d'acheter aux Indiens, ils sont contraints. Et c'est un peu le même phénomène avec la Chine. Il y a de plus en plus de difficultés de paiement avec toutes les sanctions. Il y a de plus en plus de banques chinoises qui n'acceptent plus les paiements. Ça devient très difficile même pour faire du commerce, même avec la Chine. Et c'est vrai que pour l'avenir, Vladimir Poutine est en train de se créer une dépendance extrêmement importante vis-à-vis de la Chine et dans une moindre mesure de l'Inde qui absorbe l'essentiel de ses exportations désormais. Nivine, à votre tour. Nivine, vous nous parlez ce matin d'une découverte que les Américains auraient peut-être préféré garder secrète. Celle d'une base militaire qui est enfouie sous la glace et qui est enfouie au Groenland. Exactement. Sortez vos manuels d'histoire. Je vous propose ce matin un voyage dans le temps en pleine guerre froide. Imaginez un peu, nous sommes en 1959. Américains et soviétiques sont sur le point de lancer une troisième guerre mondiale ou presque. Le Pentagone décide alors de construire une immense base militaire au Groenland, à mi-chemin entre les deux pays. Le projet, vous le voyez, est baptisé Camp Century. Alors officiellement, les Américains doivent y mener des expériences scientifiques, mais en réalité, Camp Century doit surtout servir à stocker 600 missiles balistiques qui se retrouvent désormais à portée de l'URSS. Ils sont capables de viser le territoire soviétique. Pendant 8 ans, les travaux sont menés dans le plus grand secret. Des tunnels, vous le voyez, sont construits sous 30 mètres de glace. Ils doivent accueillir les fameux laboratoires, mais aussi un hôpital, un cinéma et même une chapelle. Le tout alimenté grâce à un petit réacteur nucléaire. Mais voilà, les ingénieurs se rendent compte que la neige, elle bouge et que potentiellement, elle menace de s'effondrer. La glace pourrait tout simplement tomber sur leur tête. Alors, en 1967, le projet est finalement abandonné. L'histoire aurait dû s'arrêter là, sauf qu'en avril dernier, que s'est-il passé ? La NASA effectue un survol de la zone pour tester un nouveau radar qui est notamment capable de cartographier une zone enfouie sous la Terre. Je vous le donne en mille. Que découvrent les scientifiques de la NASA ? Vous le voyez sur cette image, c'est tout simplement les contours d'une véritable ville souterraine, Camp Century, qui était tombée aux oubliettes depuis 60 ans. Oui, sauf que Nivine, cette découverte, elle ne fait pas du tout les affaires de Washington. Alors d'abord, pour des raisons diplomatiques. Les Américains n'ont jamais évoqué la présence de missiles balistiques et de réacteurs nucléaires aux autorités danoises. Alors, vous le savez, le Groenland a appartenu pendant des décennies au Danemark. Et aujourd'hui, Copenhague réclame des comptes. Les Danois, ils avaient déjà plus ou moins compris à la fin des années 90 que les Américains n'avaient pas été tout à fait honnêtes et que cette base, elle n'était pas forcément à des fins scientifiques. Sauf que là, pas de bol pour Washington. La NASA le confirme, c'était bel et bien une base militaire avec des missiles à l'intérieur. Alors, ça, j'ai envie de dire, à la limite, ce n'est pas très grave. Ce qui embête le plus les Américains, c'est les risques écologiques et la facture qui en suit. Parce que, à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, la base pourrait refaire surface d'ici 2090. Et ces déchets, malheureusement, pourraient se déverser dans l'océan. Ce sont 200 000 litres de fuel qui sont encore enfouis sous terre et 240 000 litres d'eau usée, sans compter les déchets biologiques, chimiques et radioactifs. Tout ça, évidemment, ça coûterait des millions à récupérer. Alors, Washington a proposé à Copenhague de partager la facture. La réponse a été catégorique. C'est niet. Et puis, on peut également parler du timing de cette découverte parce que les relations entre Washington et Moscou se sont très largement refroidies ces dernières années. Vous n'êtes pas sans le savoir. Donc, cette découverte, elle tombe également au plus mal pour Washington qui aurait aimé garder tout ça secret le plus longtemps possible. Elle est fascinante cette histoire, elle est incroyable. Une ville sous la glace. Les missiles ne sont plus là, les missiles.
Théoriquement non, parce que finalement, vu que les travaux n'ont pas abouti, les missiles n'ont pas été stockés, mais initialement c'était le but, oui. Xavier. C'est une histoire fantastique. Les images sont extraordinaires. C'est complètement fou qu'on puisse les retrouver. Les images, elles ont aujourd'hui. été restaurées. Elles sont dans le domaine public. C'est le très belle. Je me demandais même si c'était des images d'époque de 1959. C'est des images d'époque qui ont été recoloriées, effectivement, qui sont tombées dans le domaine public. C'est pour ça qu'on peut vous les partager et qui ont été donc partagées de manière un peu obligatoire par le département de défense américain. Ce qui veut dire qu'entre la fin des travaux et le moment où ils ont décidé d'abandonner, il s'est quand même passé plein de choses. Il s'est passé énormément de choses. Il y a des ouvriers qui ont travaillé pendant quasiment 8 ans sur ce chantier. Il y a eu du matériel. Le projet, il a coûté plus de 8 millions de dollars à l'époque. Si on transpose aujourd'hui, c'est quasiment 10 fois plus. Donc le gouvernement américain a alloué des sommes considérables pour un projet qui finalement ne... Il n'y a jamais eu une mission qui ont été menées depuis cette... donc vraiment, en plus, à perte totale. Non, vraiment fascinant cette histoire. Et c'est la NASA qui découvre le poteau rose. Exactement. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est assez incroyable. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous revenons sur cette actualité du jour avec la France qui est suspendue à la censure du gouvernement. Quelles conséquences pour vous, pour nos marchés, pour la France, même pour l'Europe? Yves Thibault de Silgui est notre invité.